Une journaliste d'investigation à la tête dure, on sait qu'elle est coriace parce qu'elle fume et qu'elle envoie les gens chier avec la rhétorique d'un enfant de 6 ans, est poussée par son boss à mener l'enquête sur un groupe qu'on appelle les Deaders, donc littéralement les plus morts. Il lui montre une bonne vieille VHS des familles sur laquelle elle voit une femme commettre un suicide au milieu d'un groupe qui ressemble vachement à un culte héroïnomane, et se faire ressusciter par un poutou du leader du groupe. Le tout sur une musique de plus en plus forte parce que croyez-moi sur parole, c'est la seule façon que connaît Rick Botta pour faire monter la tension. Ça et les zooms dramatiques aussi. Je tremble dans mes bottes. Et c'est à ce moment-là, 10 minutes après le début du film, qu'on se rend compte du niveau de jeu d'acteur auquel on aura droit. C'est bon, normalement, au ciné, à ce stade, vous pouvez encore sortir de la salle et vous faire rembourser. Oh, attendez, j'oubliais. On est en direct ou DVD. La journaliste dont j'ai sincèrement oublié le nom alors que j'écris ce script 15 minutes après avoir vu le film, accepte de découvrir ce que sont les Deaders. Elle a de la chance, sur l'enveloppe de la VHS, il y a une adresse. In Bucharest. Romania? Very good. Bravo, t'as gagné une étoile. Elle se rend à l'adresse trouvée sur l'enveloppe et trouve un cadavre sur les chiottes comme tous les mardis et ne prévient absolument pas la police. Voyons quelle idée. Bien sûr qu'elle va voler des preuves et mettre ses empreintes partout, et bien sûr que ça n'aura aucune incidence sur la suite. Pour qui vous prenez Rick, voyons? Plutôt crever que de réfléchir. À côté du cadavre tout à fait cadavérique, elle voit une autre enveloppe qu'elle se doit de récupérer. Étant donné qu'il faut faire monter la tension et le volume de la musique, elle oublie totalement comment fonctionne son corps. Du coup, elle fait tomber l'enveloppe, manque de faire un bisou au cadavre, bordel baisse juste la tête pour l'éviter, mais qu'est-ce que tu fous? Tout ça pendant que l'actrice à qui on a foutu des lentilles et une corde autour du cou galère à pas bouger. Ah non, mais c'est incroyable, elle est en vie. Qui l'eût cru? Elle se casse en agressant le proprio plutôt que de lui dire qu'il y a un cadavre pas tout à fait cadavérique dans l'appartement. Elle se cache de la police, qui la cherche absolument pas. Pourquoi tu fais ça? Il s'arrête même pas à l'appartement, genre le proprio a trouvé le cadavre, c'est juste des voitures de police qui passent dans la rue. Je sais que c'est un détail, mais il paraît que dans le 7e art, tout ce qu'on voit à l'écran a un sens. Alors c'est quoi ça? Elle boit un coup et Eric en profite pour aller à la limite du plan upskirt. Et je dis pas ça gratuitement, contrairement à lui, je réfléchis quand j'écris des trucs, vous allez voir. Elle trouve plusieurs items importants pour la suite de l'histoire, et bien sûr essaye d'ouvrir le cube. Vous vous souvenez le temps béni du premier film où le cube est décrit comme un puzzle complexe qui ne peut être ouvert qu'avec réflexion et volonté, ou bien un intellect et une curiosité naturelle? Eh ben on est passé aux années 2000, hein, tout est automatisé de nos jours, ma pauvre dame. Elle a juste appuyé sur un gros bouton et boum, ça s'ouvre. Il y a des vilaines chaînes en plastique recouvertes de ketchup qui passent derrière sa tête, Pinhead apparaît pour littéralement 3 secondes, j'ai compté, la nana reçoit un coup de fil qui lui dit d'aller dans le métro, on peut toujours compter sur les PNJ, elle y court, visiblement Rick a vu l'échelle de Jacob, vraiment vu l'échelle de Jacob, mais alors vraiment, ok j'arrête, elle monte dans une rame de métro changée en boîte sadomaso, parce que quelle ville n'a pas une rame de métro changée en boîte sadomaso bien sûr, et puis, c'est pas pour juger mais... Elle est nulle, leur rame BDSM. Hein. Il y a que des mecs bourrés ou défoncés et des meufs les seins à l'air. Beaucoup de meufs les seins à l'air. Qui se roulent des pelles. Et qui sont insérés au milieu des dialogues des personnages totalement au hasard. Je commence à voir un schéma apparaître, Rick. Oh, et beaucoup de regards caméra aussi. Mais je suis sûr que c'est dû à une réflexion intense de Rick sur l'art cinématographique et les brisages des codes conventionnels qui étouffent la création artistique incomprise par l'industrialisation d'un art aussi complet et complexe que le cinéma. Mais j'en suis sûr. Bref, donc Miss Journaliste parle avec Joey, le mec qui s'occupe de... ça. En gros, il lui donne son prochain objectif, hein, je vais pas m'étendre sur le sujet. Elle sort du métro tout à fait vraisemblable et voit le leader des Deaders sauter sous la rame. Cette fois-ci, elle appelle les flics, même si pour une fois ça aurait été logique qu'elle ne le fasse pas, puisque visiblement personne d'autre qu'elle ne le voit mourir. Je vois donc qu'on suit toujours l'opposé de la logique humaine avec Rick. Ça marche. Son boss débarque d'Angleterre pour la sortir de prison, parce qu'elle a été arrêtée parce que... Elle va là où Joey lui a dit d'aller, utilise un de ses items, met une chaussure dans la boue, elle passe par un temps de chargement à la Tomb Raider, et son briquet meurt, mais en même temps c'est super bien éclairé, donc ça change rien. Ah si, pardon, ça fait un jumpscare, autant pour moi. Elle se fait attaquer, mais en fait non, pas vraiment, parce qu'elle se réveille, rencontre un jeune homme torse-poil vachement mal doublé, et tombe enfin sur le culte. Je vous jure que c'est aussi chelou à regarder qu'à raconter. Elle assiste à nouveau à une séance de suicide-ressuscitation, puis parle en tête-à-tête avec le chef des cultistes dont on ne connaît toujours pas le nom, et qui a... visiblement tiré un 0 en charisme. Il fait avoir des visions à la journaliste sur son enfance pourrie, et puis elle se réveille... encore...
sur le lit du suicide-ressuscitage, pendant que le chef du culte lui susurre des banalités sur la douleur et le plaisir. Et elle se réveille, encore, c'est que je reconnaîtrais presque un style d'écriture avec le film d'avant, mon petit Rick, là. Donc elle se réveille, disais-je, dans son bain, heureusement qu'elle s'est pas noyée en dormant sous l'eau, tiens, mais à ce stade je suis convaincu que Rick est un homme lézard qui essaye d'imiter les humains. Elle fait un petit dodo et se fait poignarder par absolument personne, mais survit. Je dirais même qu'elle le prend plutôt bien, hein. Moi je pense que ça me piquerait un peu, mais ok. Elle fait un pansement avec du scotch et une serviette, même pas 2 serviettes pour couvrir l'entrée et la sortie de la blessure, hein, non, ça serait logique. Apparemment, elle saigne assez pour créer une flaque de sang en 2 minutes, mais pas assez pour qu'on voit des traces sur ses vêtements. Elle se balade dans la rue de manière tout à fait pas du tout suspecte et retourne dans la rame de métro BDSM, parce que c'est quand même vachement plus logique que d'aller à l'hôpital où j'ai les flics. Apparemment, on avait besoin d'un twist, parce que c'est connu que tous les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma ont forcément un twist. Du coup, tous les gens dans la rame, ils sont morts. Me regardez pas, j'ai pas d'explication. Dans la rame, on retrouve le cadavre pas cadavérique du début, mais qui se souvient d'elle? Qui en a quelque chose à faire d'elle? C'était ça l'enjeu du film? Retrouver Marla? Sincèrement, au premier visionnage, je l'ai même pas reconnu avec son maquillage, et je me rappelais pas de son nom puisqu'il a été prononcé 2 fois. Bref, donc la journaliste voit à nouveau son enfance pourrie et se réveille. Encore. Cette fois-ci dans un hôpital psychiatrique, tout à fait original, et elle retrouve Marla. Film, c'est quoi ton but là? Je te suis pas. C'est quoi le but du personnage? C'est quoi le but du méchant? Et où est-ce que je mets Pinhead moi là-dedans? Vous savez, qu'un film soit mal fait ou mal joué, à la limite je m'en fous. Mais au minimum, j'aimerais des personnages dont je me rappelle le nom, qui ont un but et des envies. Un méchant qui a un but et des envies. Et vous savez quoi? Un réal qui a un but et des envies. C'est tout ce que je demande. Bon, elle re-rencontre Marla, on comprend que la journaliste pendant son enfance pourrie a fini par tuer son père, avec le même couteau utilisé contre elle tout le long du film, et elle se réveille, encore, non ok j'arrête, sur le lit suicidage-ressuscitage. Le chef veut qu'elle se tue volontairement, et qu'elle suspense, est-ce qu'elle va le faire? Oui, non, la tension monte en même temps que le volume de la musique, mes oreilles souffrent, et elle le fait pas. Fascinant. À la place, elle balance le cube à travers la pièce et il s'ouvre. Ok, donc on a laissé tomber le fait que le cube soit un puzzle en fait. Genre, il n'y avait pas besoin du génie de Tiffany, pas besoin de la curiosité de Kirsty, de l'esprit vif de Julia, de l'entêtement de Frank, des heures, des jours, des semaines de création de Le Marchand. À quoi bon rendre les portes de l'enfer complexes à ouvrir? Personne ne pensera jamais à juste jeter la boîte par terre, voyons. Mon Dieu, je te déteste, Rick. Pinhead débarque, bien sûr, il reste plus que 10 minutes de film après tout. Pour des producteurs qui ont insisté pour que Pinhead soit plus présent dans Hellraiser 4, quitte à ruiner l'histoire, les Weinstein ont l'air d'oublier qu'il est le seul intérêt de ces suites. Il fait son discours habituel, mais même Doug Bradley ne peut pas sauver un navire déjà coulé, et... Vous êtes prêts pour le twist final? Oui, parce que pourquoi pas. Le chef du culte, qui n'a toujours pas de nom, en fait, c'est un descendant des Le Marchand. Oh bah c'est con, il était pas joué par Bruce Ramsey, il avait aucune chance d'hériter de l'intelligence et la créativité qui normalement devaient couler dans ses veines selon le lore. Non mais tu craches vraiment dans le potage, Rick. Pourquoi c'est un Le Marchand? Pourquoi il est con comme un balai? Pourquoi il peut ressusciter des gens avec une pelle? Tiens, pourquoi Paul et John Le Marchand ils pouvaient pas faire ça eux aussi si c'est censé être dû à sa lignée comme tu le dis? Mieux encore, comment il a découvert ça la première fois, le Keanu Reeves scientologue là? Dans quel contexte il a bécoté un cadavre pour apprendre qu'il avait ce pouvoir? Si vous pensez ne serait-ce qu'une seconde qu'on aura une réponse, c'est que vous avez pas vu l'épisode d'avant vous. Donc le cultiste, il est tué par Pinhead parce qu'il a joué de son côté du bac à sable, et puis quant à faire, il tue tous les deaders dans une scène qui est à la limite de la comédie. La journaliste se suicide et allait savoir pourquoi ça fait exploser le cube, puisque tout bon Hellraiser doit apparemment se finir par Pinhead qui crie. Donc maintenant, le cube, c'est une journaliste roumaine random qui l'a, pas la police ou les pompiers qui sont sur les lieux de l'explosion, une journaliste. Et le boss de la journaliste, il s'encarre les roubignoles jusqu'aux oreilles, alors que c'est littéralement le seul trait de caractère qui nous a été présenté sur les deux, qu'ils soient potes. Et on termine sur une meuf bonne qui fait baver le boss, qui va apparemment lui montrer une VHS chelou. Attends, c'est censé supposer qu'il était de mèche? Mais qu'est-ce qu'il va lui montrer? Les deaders, ils sont tous morts, qu'est-ce qu'elle est censée découvrir, la nouvelle? Cette fin n'a pas de sens, sérieux, c'est du tease pour... rien, littéralement. Hellraiser Deader, qui gagne le prix du pire titre pour l'instant, est sorti le 7 juin 2005, et oui, le jour est important, retenez-le, réalisé par Rick Botta, est sorti directement en DVD comme les deux derniers, et devinez quel autre point commun ils ont? Allez, je suis sûr que vous pouvez deviner, je crois en vous. Le script n'était absolument pas un Hellraiser à la base, les Weinstein ont apparemment choisi un scénar à la courte paille et y ont fourré Pinhead dedans sans faire d'effort. Quel étonnement, je peux pas y croire. La seule autre info que j'ai, c'est qu'il a été tourné en même temps que le prochain opus par le même
réalisateur en 2002. En 2002 ? T'as fallu 3 ans pour monter ça ? Il y a un nombre incommensurable d'erreurs de montage dans ce film, c'est abusé. Il y a des jump cuts mis au hasard, des plans de scènes différentes insérés par-ci par-là pour accélérer le rythme du montage, je suppose, et Eric s'est dit que personne ne le remarquerait, des doublages en post-prod dégueulasses, mais ça fait un bail qu'on s'en mange dans Hellraiser, et bien sûr, plus de faux raccords que je n'ai le courage d'en compter. Le jeu d'acteur est au même niveau que le film d'avant, à savoir au fond de la cuvette, là où Rick a décidé de laisser le lore de Hellraiser. Bon, je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, hein, ce film n'en vaut pas le coup. Pour résumer, zéro logique, zéro respect pour le lore, zéro jeu d'acteur, zéro niveau de réalisation, zéro intérêt. Ah oui, Eric Botta était apparemment en manque hein, quand il a filmé ça. Je vous avais dit que je réfléchissais un peu quand même. Alors, l'histoire... C'est-à-dire que... Ok, vous savez quoi? C'est Noël, j'ai pas envie de me faire souffrir à ce point. Vous voulez un résumé de l'histoire? Le voilà. Alors c'est la bande à Scooby-Doo qui joue à un jeu vidéo sur l'internet des années 2000 qui a l'air chiant à mourir. D'ailleurs ça tombe bien, un de leurs copains se suicide à cause de ça. Parce que les jeux vidéo, c'est pas bien les enfants. Après ça, le Scooby Gang continue quand même à jouer au jeu parce que c'est pas de véritables êtres humains, juste des personnages écrits avec le cul. Ils sont invités à une teuf au milieu de nulle part chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, le tout à travers le jeu. Pourtant je me rappelle de beaucoup de messages d'intérêt public qui nous disaient spécifiquement de ne pas rencontrer des inconnus d'internet dans les années 2000. S'ensuit un fatras de clichés de maisons hantées, de slashers copier-coller tout pourris, de personnages insupportables. C'est toi que je regarde, Henry Cavill Jr. Attends, c'est vraiment Henry Cavill? Merde. Tous les personnages présentés comme des méchants meurent les uns après les autres, en suivant leurs clichés respectifs. Ils sont quand même vachement bien éduqués tout de même, hein, tués par Pinhead qui se change en Jason Voorhees le temps d'un film. Il y a du cul dans tous les sens, une blague de petit pénis, une blague de téton qui pointe, une blague sur les cunis et caca. Rick, je crois que t'as un truc à compenser, sérieux, arrête. Rien ne fait peur, rien ne fait sens, mais qu'est-ce qu'on en a à faire puisque de toute façon, tout le film n'est qu'une suite d'hallucinations. Le méchant, c'est le papa du gamin qui s'est suicidé, qui veut se venger. Je sais, c'est pas logique, arrêtez de réfléchir. Pinhead n'a jamais été là, tout ça n'est jamais arrivé. Ils étaient juste drogués et manipulés par le biais du tout nouveau Nokia 3210 disponible dans tous vos meilleurs magasins. Daphné et Sammy s'en sortent, l'ersatz trop cramé de Jigsaw ouvre le cube qui décidément demande aucun effort. Il se fait tuer par les mignons de Pinhead. Tiens, bonjour monsieur Connaught, comme c'est agréable de vous revoir ici. Le fantôme de Jigsaw contrefaçon apparaît au petit couple sans aucune raison et c'est la fin. Voilà. Hellraiser Hellworld est sorti le 6 septembre 2005, donc 3 mois après Hellraiser Deader, mais 3 ans après qu'ils aient tous les deux été tournés en Roumanie. Comme vous l'aurez remarqué, le scénario n'est toujours pas du Hellraiser. Attends, non? C'est un scénario original? Mais c'est en même temps une adaptation de la nouvelle Dark Can Breathe de Joel Soyson, qui est crédité en tant que scénariste aussi, du coup. Alors c'est un scénario Hellraiser ou pas? Vous savez quoi, on s'en fout. Dans les faits, vous pouvez enlever Pinhead du scénar, ça ne change rien. Il aurait franchement mieux valu rester sur l'histoire d'un père psychopathe qui veut se venger des potes de son fils, ça aurait mieux marché. Le seul fait intéressant de ce film, c'est la présence d'un jeune Henry Cavill tête à claque qui savait pas encore jouer les vieux mecs bourrus. Bon, vu l'écriture de ses dialogues et le réal qu'il a dirigé, je vois pas trop comment il aurait pu s'en sortir en vrai, hein. Et celle de Lance Henriksen, que la plupart d'entre vous connaîtront pour avoir joué Bishop dans Aliens, et qui est le meilleur acteur présent dans tout le film. Pour la réalisation, à ce stade, vous vous en doutez, on retrouve beaucoup de cul gratuits, des personnages qui se réveillent toutes les 2 minutes, des doublages en post-prod horriblement mal faits puisque Monsieur Botta ne sait apparemment pas régler un micro, je veux dire, regardez ça. Easy. Whoa. Hey, I'm a cop. Easy now. Ça suit même pas ses lèvres. Il y a du gore mal fait, à la limite du comique, et qui bien sûr ne fait pas du tout peur, des idées piquées par-ci par-là, le tout monté par le gros orteil droit de notre cher Rick Botta. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mauvais, partout, tout le temps. Va chier, Rick, va chier. Dire que c'est la dernière fois que Doug Bradley joue Pinhead, je suis étrangement triste, je vous avoue. Certains pourront sûrement le regarder en le prenant pour un nanar, ce film. Mais pour moi, il s'apparente plus à un navet, tout simplement parce qu'un bon nanar, pour moi, est juste un film plein d'ambition et de bonne volonté qui s'est cassé la gueule, par manque de budget, de temps, de technique, ou les trois. Et ce film, c'est juste un truc fait sous la jambe sans que personne n'en ait rien à foutre des intentions ou ambitions du projet. Je suspicion même qu'il n'ait été sorti que pour que les Weinstein conservent les droits de Hellraiser. Mais vous voulez un vrai nanar Hellraiser? Un film qui déborde de respect et d'amour pour la franchise mais qui n'est concrètement pas bon?
Ah ah, vous pensiez que c'était tout pour cet épisode? Vous pensiez qu'il y avait que 10 films Hellraiser? Que nenni! En 2006 sortait sur YouTube un fan film de 20 minutes, Hellraiser Prophecy, réalisé par un étudiant en médecine fan de Hellraiser, et de Prophétie, un film sorti en 95 avec Elias Koteas et Christopher Walken qui raconte l'accomplissement d'une prophétie biblique apocalyptique. Jonathan Cui, qui était fan des deux films, a donc voulu réaliser un film liant les deux histoires, le tout en n'ayant aucune connaissance sur le cinéma ni aucun budget, juste une bande de copains motivés et beaucoup de passion. Le film raconte l'histoire de Lucifer qui oblige une jeune femme à ouvrir la configuration des lamentations dans l'espoir d'obtenir l'aide des troupes de Léviathan dans la seconde guerre angélique prévue sur Terre. Bon ok, c'est une fanfiction au format film. C'est pas bien joué, c'est pas bien filmé, pas très bien monté, mais alors je vous conseille 1000 fois plus ce film que n'importe lequel des films de Rick Botta sans âme, ni envie, ni passion. Là, on est face à un amateur plein de bonne volonté qui traite les deux œuvres originales avec respect, imaginez ça. On a des références à Le Marchand et Léviathan qui font sens, on a la musique des deux films, ce qui m'a permis de me rappeler la qualité des musiques de Hellraiser, qui n'ont plus été utilisées dans la franchise depuis, genre, le 2. Même l'écran titre, il est mieux fait que tous les Hellraiser depuis le 2. Ils ont un cube qui marche, des costumes originaux, on revoit Angélique sans Pinhead. Pinhead, c'est possible de faire un Hellraiser sans Pinhead, j'avais oublié. Ne vous méprenez pas, c'est absolument pas un bon film. Mais ça faisait un moment que j'avais pas ressenti un profond amour pour la franchise. J'adore quand les gens ont une idée et la font. Même s'ils la font mal, on s'en fout. L'important c'est de se lancer, d'essayer et d'apprendre. En plus, Jonathan Cui n'a fait que ce film. Il avait pas d'ambition folle de faire du cinéma pour gagner sa vie. Non, lui, à l'heure qu'il est, il est déjà médecin depuis des années. C'était littéralement un projet passion. Et aussi un défi qu'un pote lui a lancé. Et ça vaut tous les directs ou DVD avec 10 fois plus de budget et de noms connus tricotés avec les pieds par des producteurs qui veulent désespérément garder les droits de la franchise. Le film est disponible sur YouTube en 2 parties, c'est un nanar, c'est plein d'amour et plein de défauts, c'est un film amateur comme je les aime. Bon bah là, y a pas photo hein, sur les 3 que je viens de présenter, regardez juste Prophétie. C'est totalement nanardesque, c'est pas bien joué, c'est plus drôle qu'autre chose, mais franchement, c'est mieux que tous les films de Rick Botta. Désolé Rick. Mais au moins j'ai plus de films de lui à regarder. Allez, normalement plus qu'un seul épisode. Et quel épisode? Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, ciao!